Merci à tous et à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je vois que peut-être vous n'en êtes pas totalement lassé déjà. Moi, j'ai du mal à me supporter, mais vous, vous me fréquentez moins que moi-même. J'ai compris que la réunion de ce soir avait un caractère formel, mais il fallait néanmoins qu'elle ait lieu. Il fallait que, par un acte aussi simple que celui-ci, nous établissions que le Parlement de la nouvelle Union populaire commence. Mais je sais très bien que l'idée même de ce Parlement, la pérennité de ce Parlement, n'est pas acquise. On s'est accordé pour se dire qu'on se retrouverait dans un Parlement. Et bien sûr, la vie va à son rythme. Nous sommes dans des campagnes électorales, on court partout, il faut répondre à toutes sortes de questions. Et peu s'en est fallu qu'il n'y ait pas de réunion de fondation du Parlement. Il fallait absolument le faire et je veux vraiment remercier Aurélie et l'équipe qui l'entoure d'avoir réussi à faire en sorte qu'on se retrouve, même formellement, même pour une séance de très brève durée. Après quoi, politiquement, nous serons tous mis au pied du mur. Oui ou non, voulons-nous que ce Parlement continue après l'élection? Et chacun dira, le moment venu, librement, ce qu'il en pense. Pour ce qui concerne le mouvement insoumis, dont je viens, nous en sommes évidemment partisans. Mais j'invite à une réflexion qui peut-être prend un peu de distance avec nos appartenances respectives. Si nous gagnons, nous gouvernerons le pays. Nous le ferons dans une situation d'état d'urgence auquel je crois beaucoup d'entre vous ont déjà pensé et dont beaucoup d'entre vous ont pris la mesure. Qu'il me suffise de dire qu'à peine arrivés, nous trouverons devant nous la crise liée aux augmentations de salaire qui prend les familles par millions à la gorge, la sécheresse qui ruine la paysannerie et désorganisera toutes sortes de réseaux du pays, de l'alimentation, de la nourriture des animaux, etc., et qui atteindra, se superposera à la crise déjà connue et déjà annoncée dans la santé. Je ne vais pas faire le tour, mais nous aurons immédiatement sur les genoux des tâches brûlantes pour lesquelles la tolérance sera faible. Parce que c'est comme ça. Quand les gens sont pris à la gorge, souvent, ils admettent mal qu'on ne puisse pas immédiatement répondre. Et ce sera notre devoir de le faire. En même temps que nous serons placés dans une sorte de situation un peu embarrassante, car la bicyclette capitaliste a besoin qu'on pédale pour qu'elle marche. Et si tout d'un coup on arrête de pédaler, elle tombe. Mais tout le monde tombe avec. Et par conséquent, pour répondre aux tâches de l'urgence, il va falloir remettre en route une mécanique que nous désapprouvons. J'en dis un mot dans un instant. Quelle mécanique? Celle de la croissance pour elle-même. Une croissance sur laquelle on ne s'interroge pas, on ne regarde pas. Qu'est-ce qui est produit? Comment? Pourquoi faire? Quelle est son utilité sociale? Il faut que ça tourne. Et nous avons besoin d'un peuple qui ne soit pas muré dans les tâches de survie. Nous avons besoin d'un peuple qui puisse trouver une autonomie d'action simplement parce qu'il peut manger, il peut boire, il peut accomplir les tâches élémentaires de l'existence. Et c'est donc notre devoir que de mettre en route cette machine et de ne pas accepter ceux qui nous pendent au nez, parce que ce qui nous pend au nez, c'est une situation où la décision de la Banque centrale européenne d'augmenter les taux d'intérêt ne changera strictement rien à l'inflation, mais va produire un ralentissement de l'activité. Ralentissement de l'activité qui s'observe déjà parce que l'augmentation des prix fait qu'on consomme moins et que donc la machine progressivement est bloquée. Ce qui veut dire moins de cotisations sociales, moins d'emplois, etc., etc. Bon. Donc, à l'intérieur de cette contradiction, relancer un mode de production que nous désapprouvons, il faudra néanmoins engager fermement, rudement, quant aux objectifs à atteindre, les changements fondamentaux pour changer complètement le système. Il va falloir faire les deux en même temps. Je fais le pari que les tâches d'intérêt général humain vont nous permettre des audaces qu'aucune génération avant nous de militants politiques du camp progressiste
n'a pu avoir. Parce que la situation à laquelle on est confronté a une caractéristique. Non seulement ce système est incapable de se corriger, de se limiter dans ses dégâts, mais il en vit de ses dégâts et de ses turpitudes. Tant et si bien qu'on sent rouler comme sur une pente une mise en cause de toutes les fonctions fondamentales pour lesquelles la société s'est constituée. Je pèse mes mots. Naître a toujours été une affaire compliquée. Mais enfin, bon. Alors comment une société développée peut-elle constater, sans s'en inquiéter très profondément, de ce que la mortalité infantile progresse? Être nourri a fait partie des activités élémentaires. Comment ne pas s'inquiéter du fait qu'il devienne si difficile de le faire dans des conditions qui n'altèrent pas la santé de celui qui se nourrit? Quand explose la crise d'obésité, la crise de diabète, etc., etc., etc. La troisième fonction vitale, évidemment, c'est la sûreté. La société s'organise pour que ces individus puissent, en sûreté, mener leurs actions. Comment ne pas être sidéré de voir qu'on y tolère, sans que rien ne change, une vague de féminicides dont plus personne aujourd'hui ne peut contester le caractère fondamentalement, pardon de le dire comme ça, genré. Une sorte de racisme élémentaire qui conduit à considérer que ça s'appelait avant crime passionnel. Mais maintenant, ça continue, et nous sommes censés être une société développée. Je prends l'exemple des féminicides, mais je pourrais continuer avec la mort au travail. Comment se fait-il qu'on accepte 1200 personnes qui meurent chaque année du travail, 2000 personnes qui meurent de ne pas avoir d'abri? Autrement dit, une par une, toutes les fonctions essentielles pour lesquelles est instituée la société, est institué l'État, les relations sociales, tout va à contre de l'objectif fixé. C'est pourquoi je crois que la perception de cette situation s'est largement répandue dans notre peuple, et que s'y ajoute le fait que le changement climatique est identifié comme ayant une origine dans le mode de production, et dans le mode de production capitaliste en particulier, parce que c'est lui qui pousse à produire n'importe quoi, n'importe comment, pour n'importe quel résultat, du moment qu'on l'obtient à moins cher, et moins cher, c'est toujours sur le dos de la santé des travailleurs et de l'environnement sur lequel s'exerce la prédation. Une conscience politique, écologiste et socialiste spontanée, et oserais-je dire communiste spontanée, pour la raison qu'une masse de gens ont compris qu'il y a des biens communs, et que les biens communs ne peuvent pas être gérés avec les normes de la propriété privée. Eh bien, cette conscience spontanée est montée jusqu'au point qu'elle nous porte aujourd'hui. On ne peut pas expliquer certains succès remportés autrement que par la perception du fait que le futur se construit dans la rupture avec le système dans lequel nous sommes. Et l'exercice du pouvoir devra nous conduire à en faire la démonstration. Soyez assurés que, pour ma part, j'en ai la volonté la plus forte. Mais ça m'amène au point que je disais. Si nous gagnons, nous aurons à faire cela. Nous ne pouvons pas nous limiter à penser que ce sera seulement l'œuvre des parlementaires de la nouvelle Union populaire. Ce sera l'œuvre, bien sûr, du mouvement social et écologiste revendicatif dont nous avons besoin. Et je veux le dire très solennellement. J'ai l'âge qui m'a permis de connaître le succès de 1981 en étant un adulte conscient et un militant politique responsable. Je sais qu'il est impossible de changer la société aussi fondamentalement que nous en avons l'ambition, sans une implication populaire de masse qui intervient directement dans les affaires de l'État et dans les mobilisations collectives. C'est très compliqué d'être à la fois le pouvoir et les contre-pouvoirs. Mais c'est pourtant cet exploit qu'il va falloir que nous fassions si nous voulons aller aussi loin que nous voulons aller dans les ruptures. Il faudra donc combattre, mobiliser. Ce sera la première fonction de notre union. Mais il y en a une autre, c'est celle de réfléchir et d'éclairer, pas guider,
éclairer les chemins du futur pour que nous puissions prendre d'un pied ferme les directions qui nous conviennent. Je dis éclairer parce que nous allons être confrontés à des dizaines de problèmes auxquels personne n'avait jamais eu dans les générations précédentes le temps ni le devoir de réfléchir à échelle de masse. Ça va sur des sujets, j'en ai évoqué un tout à l'heure, les limites des droits de la propriété. Si l'air, si l'eau, si un certain nombre de choses sont des propriétés bien communs, alors comment gérons-nous ça? Ensuite, comment gérerons-nous les impératifs écologiques qui condamnent certaines productions, qui exigent des modifications profondes de comportements individuels et le respect de la liberté individuelle à laquelle nous sommes tous très attachés. Et peut-être plus dans cette salle que nulle part ailleurs, puisque c'est un rassemblement de mauvaises têtes et de désobéissants de première grandeur, il me suffit de vous regarder. Et puis d'autres questions sur lesquelles nous ne savons pas au juste comment nous les voyons en commun. On en a repéré un certain nombre dans le programme. Ça ne représente que 5% du programme, mais c'est des vraies questions. C'est pas parce que ça fait que 5% que ça n'existe pas. Et ça peut nous conduire à des divergences qui peuvent paralyser notre action. Donc il faudra bien discuter. J'ai fait une première réponse institutionnelle à ce sujet. J'ai dit que la structure même de la bataille que nous menons, c'est-à-dire prendre le pouvoir démocratiquement après une élection démocratique qui ne l'a pas été, puisqu'elle n'a donné aucun mandat politique à la personne qui concentre le plus de pouvoir dans ce pays. Eh bien, nous sommes, par la force des choses, heureusement, obligés de passer à un régime parlementaire. Et nous le ferons de l'intérieur même des institutions en utilisant les articles de la Constitution qui rendent cet exercice possible, mais surtout le fait que nous-mêmes, gouvernants, nous nous tournions vers le Parlement pour trancher les questions qui n'ont pas été tranchées. Vous devrez vous débrouiller, mesdames, messieurs les futurs députés, mais aussi pour les renvoyer à la société. Dans ce contexte, l'existence d'un Parlement qui a une vocation d'expression politique maîtrisée, construite, raisonnée, est indispensable. Car sinon, nous allons ajouter les unes à côté des autres nos voix. Bien sûr, la spécificité de ce que chacun a à dire est essentielle. Mais tout aussi essentiel, le fait qu'on arrive à parler pour décider en commun. Des sujets, des fois, nouveaux. J'ai dit tout à l'heure, j'en ai évoqué deux faciles, mais je pourrais par exemple évoquer la question de la liberté du genre. Eh bien, un chemin a été ouvert par d'autres pays, et ce n'est pas parce que, comme on dit toujours, il y a plus urgent. Non, il n'y a pas plus urgent que la liberté individuelle. Il n'y a pas plus urgent que la maîtrise de soi. C'est le fondement même de l'humanisme. La philosophie humaniste qui est née à la fin du XVe siècle postule qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à celle de la conscience sur l'être humain qui se construit. C'est une des raisons pour lesquelles le féminisme est fondamentalement un humanisme, mais aussi la liberté de disposer de soi absolument, totalement, complètement, jusqu'à décider qui on est. Ce qui va contre toutes les apparences et tous les usages. J'aime mieux vous dire que ce n'est pas facile à faire passer. Comme l'idée que nous avons portée, pour beaucoup d'entre nous, de la liberté du suicide assisté. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que mon attention n'est concentrée que par ça, mais je ne veux pas que parce que, je parle pour moi-même, nous sommes obsédés de la question sociale et de la question écologique, on pense que la question fondamentale des libertés individuelles n'est pas au premier rang de nos préoccupations. Je voulais l'évoquer devant vous et je vous remercie pour votre patience lorsque je le fais. Alors, une fois tout ça posé, le Parlement est une nécessité. Mais vous déciderez. Ce n'est que dans 15 jours que tout ça, d'une certaine manière, prendra fin, on aura voté. Situation numéro 1, qu'espèrent certains, nous avons perdu. Mais nous serons très nombreux à l'Assemblée nationale. La diversité des candidatures fait que nous pouvons penser qu'il y aura un état d'esprit qui devrait marquer la prochaine Assemblée et qu'elle sera pleinement partie prenante de l'évidente crise politique qui s'avance. Parce que vous avez un pouvoir qui ne répond à aucune question
Et les seules idées qu'il a, c'est de persécuter encore davantage les gens, en reportant l'âge de la retraite, en leur infligeant un rattrapage des prix qu'il avait bloqués, etc., etc., etc. Par conséquent, l'intérêt supérieur du pays, c'est qu'on gagne. Parce que c'est ce qui permettra de trouver une forme d'équilibre dont cette société a besoin. Mais nous verrons, on se pliera à la décision que le peuple prendra. Hypothèse numéro 1. Et puis, tout de même, dans cette hypothèse numéro 1, je suis obligé d'attirer l'attention. Alors cet homme qui a été élu dans les conditions dont vous vous souvenez tous, pour la deuxième fois, dans les mêmes conditions de flou, devant le même adversaire, manifestant la même incapacité à être efficace, dans sa contestation, bref, cet homme, paraît-il, s'est fait imposer son Premier ministre. J'ai vu sur France 2 l'autre soir une émission qui parlait des relations internes à l'actuelle majorité. C'est effrayant. Alors quand je pense à ce qu'on a dit sur le fait que nous, on se parlait mal, mais alors là, je dois, il faut les fouiller avant d'entrer, hein, pour être sûr que tout le monde ressort de la pièce. Mais c'est une tension qui a un sens politique. Ce sont des personnes respectables, individuellement, raisonnables et intelligentes. Mais pour qu'ils en arrivent à ce niveau-là, c'est donc bien qu'ils ont eux-mêmes perçu qu'il y a un problème. Quelle est l'issue du point de vue du bloc bourgeois, comme dirait notre camarade, quelle est l'issue à la situation dont ils héritent? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment comptent-ils s'y prendre pour imposer à la société un nouveau niveau de violence sociale comme celle qu'ils ont prévue? Comment vont-ils faire? Voilà la question qui doit se poser. Nous, c'est clair, nous allons désamorcer la violence. Donc on sait. Mais voyez donc qu'il y a une crise politique qui est là, qui germe, qui bouillonne, qui pourrit, pour ainsi dire, dans son coin. Et qui, nécessairement, se présentera sur la scène. Point. C'est comme ça. Alors, hypothèse numéro 2, nous gagnons. Eh bien, nous sommes prêts. Tels que nous sommes, nous disposons des moyens humains, intellectuels, et de ce que vous constituez, ce réseau qui représente quelque chose de l'histoire de notre patrie commune. Une bonne partie de son intelligence, de sa créativité, de sa disponibilité, de son ouverture aux autres, tout ça est là. Et quelle fierté de retrouver assis côte à côte des syndicalistes, des intellectuels, des artistes, dans une sorte d'union populaire qui n'avait pas été réalisée de cette manière depuis combien de temps? Combien de temps? Évidemment, tout ça commence. Et il faut que ça mûrisse. Mais dans le cours même de l'exercice du pouvoir, nous avons besoin de l'existence d'une telle structure. Le groupe parlementaire et son intergroupe seront évidemment des lieux centraux de la vie politique du pays. Nous aurons introduit une très grosse dose de 6e République dans la 5e, jusqu'au point où peut-être, le pays en prenant le goût, les choses avanceront. Mais elles avanceront avec quelqu'un dont on peut penser qu'il dirige l'État avec une certaine forme d'angoisse existentielle, puisque, 1, il aura perdu la majorité, 2, il ne peut pas se représenter, 3, ses propres amis s'entretuent. Ça fait beaucoup de difficultés, et je crois que ça aussi, ça finira par s'exprimer à un moment ou à un autre. Et naturellement, je n'ai pas envie d'en être la victime, mais s'il le faut, je réagirai, évidemment. Tout ça compte dans la projection que je vous fais du futur le plus immédiat qui nous attend. Nous sommes prêts à gouverner. Nous savons que faire. Pas tout ce qu'il faut faire. Personne ne peut prétendre à ça. Mais nous savons par quel bout attraper les problèmes. Par le bout écologique, par le bout social, par le bout démocratique. Et dans ces 3 directions, c'est le changement de cap qui va l'emporter. Je crois que tout le monde comprend qu'à partir de là, ça est une magnifique histoire qui peut s'écrire. Mais voyez-vous, quoi qu'il arrive, puisque nous parlons du premier tour, nous avons d'ores et déjà compris que nos adversaires n'ont aucun argument contre le programme politique que nous développons quand nous disons lutter contre le changement climatique, installer la planification écologique, établir la justice sociale, combattre pour donner de l'air à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Qu'ont-ils à dire en face de ça?
La retraite à 65 ans? Quoi? La peur, c'est tout ce qu'ils ont. Et ils recommencent la vieille musique qu'un homme de mon âge a déjà entendue. Alors avant, c'était les chars de l'armée rouge qui allaient arriver en 48 heures. On ne les a jamais vus, et pourtant, il y a eu des communistes au gouvernement, mais on nous les avait promis, et on ne les a jamais vus. Eh bien, c'est reparti. Nous allons ruiner l'économie du pays. Et vous avez quelqu'un qui se pique de dire qu'il a été conseiller de François Mitterrand. Voilà, autrefois, je connaissais les gens qui avaient été à l'Élysée, mais on ne savait pas si c'était pour balayer la cour ou discuter avec le président. Il venait de l'Élysée, alors tout était dit, quoi. Alors celui-là était conseiller de Mitterrand, mais le reste du temps, il a été banquier chez Rothschild. Passons, c'est un détail. Mais c'est du point de vue de cette science-là qu'il recopie ce qui se trouve dans l'Institut Montaigne et qui nous est vendu sous le nom de l'Institut Terra Nova, qui est l'institut qui vous avait donné, chers camarades, le magnifique conseil d'oublier les classes populaires pour vous intéresser qu'aux classes moyennes, avec tout le succès qu'on pouvait attendre d'une telle orientation, mais je sais que Olivier, c'est pas ta ligne. Mais enfin, bon, voilà, de tels conseillers, personnellement, ça va, quoi. Celui qui vous a brisé les bras et les jambes n'est pas autorisé à venir faire votre médecin. Donc, on en est là. Et il nous dit que nous allons vider la caisse. Eh bien oui, en effet, certaines caisses vont être vidées. Mais pas celles de l'État ni des braves gens. Ce seront celles de ceux qui ont le plus. Et en effet, ils vont devoir donner beaucoup plus. Et voilà, c'est notre tour. Et pour le contentement commun, il nous faut des sommes que nous allons aller prendre là où elles sont disponibles. Et on le fera avec beaucoup plus de sens de la mesure qu'il ne le raconte. Si vous avez 5 minutes à perdre, lisez ma petite note de blog sur le sujet. Elle est inspirée des travaux du groupe d'économistes qui nous entourent et nous aident. Parce qu'en plus, on a aussi un groupe d'économistes. C'est pourquoi je dis aux économistes de M. Macron qu'ils peuvent, quand ils veulent, le jour qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, proposer un débat. Il y aura immédiatement 20, 30 ou 40 économistes venus de l'Union populaire qui seront prêts à discuter, chiffre en main, avec toute leur intelligence académique, scientifique et politique, de tous les sujets qu'ils veulent discuter pour faire la preuve que non seulement notre programme n'est pas ce qu'ils disent, mais que c'est lui, et lui seul, qui est en état de remettre la machine en route pour qu'on puisse respirer et vivre. Je ne sais pas quoi dire de mieux. Pour le reste, je ne vais quand même pas répondre à tous ces journaux, articles qui m'ont dépeint comme une des sources les plus probables de la catastrophe et de l'hiver nucléaire qui s'annonce, de l'invasion des sauterelles, et après, il reste moi. Alors, j'ai vu plusieurs unes assez extraordinaires, avec des contenus où moi-même je m'ébahis de me voir dans ce rôle de tyran. Je trouve ça admirable, finalement. Tout ce que je fais déjà, en plus, je tyrannise. Bon. Et puis des choses qui sont extravagantes, qui relèvent plus du complotisme que de la pensée politique. Mais je crois que c'est comme ça. Le changement d'époque est en train de se nouer, nous en sommes les auteurs. Je sais qu'à partir de ce que nous venons de construire ensemble, c'est une autre époque qui commence pour la gauche, pour le mouvement que nous représentons dans l'histoire. La page précédente est tournée. Nous sommes absolument et fondamentalement responsables de celle qui arrive. Nous, ici, nous, personne d'autre. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? Quoi qu'il arrive, vainqueur ou perdant de peu, une force immense dorénavant est là. Et le premier résultat qu'on observera le dimanche soir du premier tour, c'est que peut-être pour la première fois depuis tant et tant d'années, nous aurons battu le Front National au premier tour. Et de loin. Si bien que comme nous sommes, nous aurons commencé à faire reculer ces forces qui, pendant toutes ces années, ont dispersé l'attention, semé partout de la haine et de la division, et morcelé évidemment le peuple, qui en définitive est toujours la victime de ce genre de situation. Oui, cette immense fierté, nous pourrons l'avoir en toutes circonstances, avec la responsabilité qu'elle implique. Le bloc populaire peut être le premier parti de France le soir du premier tour de l'élection législative. C'est l'objectif
que nous pouvons nous donner. Et M. Darmanin, qui est aussi nul dans ses manœuvres qu'il l'est pour organiser un match de foot, peut toujours essayer de dissimuler qui est là pour nous éparpiller en nous refusant une étiquette commune. Nous verrons ce que dira le Conseil d'État vendredi. Mais nous savons que ce qui sera annoncé, Olivier Faure me disait de m'apaiser, il me dit « Mais non, ne te fais pas de soucis », il n'a pas que tort. Ce qui va être annoncé à 20h, c'est les agences les machins là, d'entreprises de sondage, ouais, qui vont le faire et donc ils vont nous agglomérer. Vous savez qu'il y a toujours 5 points d'écart entre ce qui est annoncé à mon sujet et le résultat. Ça fait quand même 2 points d'écart par rapport à la marge d'erreur. Ça fait quand même beaucoup. Vous donnez une marge d'erreur et moi je suis encore un peu plus loin de 2 crans. Donc vous commencerez par rectifier le soir même. Et puis ensuite vous attendrez patiemment la fin de la soirée pour être absolument certain de savoir où on en est vraiment. Mais je crois que ça sent bon, comme on dit vulgairement chez nous. Ça sent bon pour nous. Il y a, et je vais finir là-dessus, quelque chose qui n'était pas présent en 2017. Je m'en remets à tous ceux qui ont participé aux campagnes à ce moment-là. Les gens ont noté la date. C'est énorme pour nous tous qui savons que la politique se construit dans des petites prises de conscience individuelles de braves gens qui essayent de bien faire, se rappeler de la date. Et puis, il y a 2 dames qui m'ont dit, c'est des aides-soignantes, quand j'étais là-bas à l'hôpital à Strasbourg, elles me disent, vous savez, monsieur Mélenchon, nous, on ne savait pas à quoi ça servait, ces élections législatives. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour élire les députés. Oui, nous l'avons compris, nous viendrons toute la famille. Ça sent bon. Partout où l'on passe, les gens ont noté la date et savent très bien de quoi il s'agit. Alors on peut toujours moquer la formule 3e tour, c'est le 3e tour, que ça leur plaise ou pas. Parce que c'est bien les questions non réglées à la présidentielle que nous allons politiquement régler. Et qui racontent ce qu'ils veulent à propos de Mélenchon, Premier ministre, hein, vous savez comment ça se passe ces choses-là. Eh bien ils sont drôlement jaloux, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un coup aussi bon à faire aux autres que nous on vient de leur faire. Voilà. Eh bien oui, je ne sais pas qui m'a reproché, me dit, vous personnalisez. Mais allez, mettez un masque si vous voulez. J'ai bien vu que dans les tracts macronistes, il n'y a jamais question de Macron. Mais pas dans les nôtres, on n'a pas honte, nous. De qui on est, de qui sont nos amis. Eux, ils ont honte, pas nous. On n'a aucune raison d'avoir honte. Eh bien, dans tous les pays du monde, les élections parlementaires personnalisent, et d'ailleurs, chacun d'entre vous, il y a des candidats ici, je ne sache pas que vous fassiez campagne anonymement dans vos circonscriptions, en vous cachant, en ne mettant pas votre nom, ni en disant à quoi vous aspirez. Ça n'existe pas. Ce qui est en cause, ce n'est pas la personnalisation. Un monde sans visage sera un monde inhumain. Ce qui est en cause, c'est les pouvoirs qu'on donne à une personne, qui fait que, quoi que soit le résultat, le président va avoir des pouvoirs considérables. Eh bien, nous aussi. Mais on aura surtout un pouvoir moral. C'est que nous serons les derniers dont le peuple aura décidé la mission. Et ça, dans une démocratie, il n'y a rien au-dessus. Voilà. Et quand je vous dis que ça sent bon, c'est parce qu'il ne nous reste plus que quelques détails. Je maudis de tout cœur la trouvaille qui a consisté à rajouter des adjectifs à notre nom, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous aurions pu préciser laïque, féministe. L'imagination ne manquait pas. Bon, on a fait comme ça, je sais pourquoi on l'a fait, et je n'ai pas l'intention de dire que c'est pas bien. Mais reconnaissons que pour le prononcer, on envoie des vertes et des pas mûres. Parce que est-ce que c'est la NUPES, est-ce que c'est la NUP, est-ce que c'est la NUPS? Alors, bon, je m'y fais comme vous tous. Et on s'y fera, et les gens aussi. Quand on leur parle de la NUPS, ils ne font pas un saut périlleux arrière en disant « mais de quoi vous me parlez ?» Bon, non, ils ont l'air d'avoir compris. Et donc, on peut s'en rassurer. Mais c'est l'Union populaire. L'Union populaire, c'est un mot magnifique. D'autres avant nous l'ont utilisé pour mener des batailles extraordinaires. Mon camarade Pierre Laurent, qui est taquin, ce que vous ne savez pas, m'a rappelé l'autre jour qu'il avait lu un grand chapitre dans un livre de Georges Marchais consacré à l'Union populaire. Alors je lui ai promis, il m'a promis de me l'offrir, le bouquin, donc je pense qu'il va me l'offrir.
Bon, c'est pour dire, le mot a une belle histoire. Partagé. Il appartient à personne ici. L'Union populaire est aux communistes, elle est aux socialistes, elle est à nous et à ceux qui en veulent. Hein. Bon, voilà. Mais c'est un très beau mot. Parce que fondamentalement, ce que nous allons faire, ce n'est pas seulement une union populaire politique, c'est une union populaire sociale. Parce que quand on sort les gens de la survie, on les rassemble. Quand on décide de supprimer les CDD, les contrats d'intérim, les contractuels de la fonction publique, pour en faire une même corporation, pour donner les mêmes statuts aux gens, eh bien on unifie socialement. Et donc politiquement. Quand nous allons redonner du pouvoir dans l'entreprise aux travailleurs, nous réunifions une classe sociale atomisée par la sous-traitance, la maltraitance antisyndicale dans toutes les entreprises, etc., etc. L'Union populaire est à la fois une méthode, un objectif et un chemin. Alors, bon, moi, je travaille dans mon coin, je vais là où on me dit d'aller, pas partout, parce que sinon j'irai partout, et j'essaye d'avancer le travail pour qu'on puisse faire face immédiatement aux nouveautés qui nous attendent. Voilà, mes chers camarades et amis, une décision est dans votre main. Je ne sais pas si Aurélie a prévu ou de nous réunir de nouveau ou de nous convoquer de nouveau. Mais de toute façon, je crois que nous aurons à décider si le Parlement continue ou pas. Je souhaite de toutes mes forces qu'il continue. Je souhaite de toutes mes forces qu'il soit constructif et insolent à l'égard du pouvoir, même si c'est nous qui l'exerçons. Et qu'il conserve en lui la capacité qu'a la société à regarder ses dirigeants avec l'esprit frondeur, insoumis, et ce que vous voudrez, qui est la caractéristique du peuple français du fait de son histoire et des révolutions qui l'ont formaté. Merci.